Imaginez la scène. Vous êtes dans la pénombre, l'écran de l'ordinateur brille, et là, bam, un email vient d'arriver. Oh, le fameux email de fin de journée. Exactement. Un seul paragraphe qui, en quelques mots, torpille un projet sur lequel des mois de travail acharné ont été investis. Instantanément, le rythme cardiaque grimpe à 120. Ouais, et la sueur froide, la respiration courte. C'est ça, la respiration devient courte et les mains survolent le clavier. Elles tremblent presque, prêtes à taper une réponse furieuse, incendiaire, le genre de truc qui pourrait littéralement détruire une carrière. C'est l'urgence absolue, quoi. Le cerveau hurle de riposter. Et pourtant, Pourtant, l'action la plus puissante à cet instant très précis, ce serait de figer ses mains. de s'arrêter totalement. Carrément. C'est cette fraction de seconde, cet espace minuscule entre un stimulus terrifiant et notre réaction, c'est là que se joue toute la différence entre la maîtrise de soi et le désastre. La biologie nous pousse au combat immédiat, mais la sagesse exige de court-circuiter ça. Et c'est cette friction fascinante, ce moment de bascule mental, qui motive notre plongée aujourd'hui. On explore un document dense et super pragmatique intitulé « Le guide stoïcien ». Garder le cap dans la tempête. Un texte vraiment passionnant. Ah ouais, et un détail saute aux yeux quand on lit ces sources. On a souvent cette image d'Épinal des philosophes de l'Antiquité, des vieux érudits barbus en toge blanche qui débattent mollement dans des jardins, vous voyez? Ouais, la vision très romantique, quoi. Sauf que la réalité est brutale. Ces auteurs étaient des exilés politiques, des conseillers d'empereurs fous, des généraux sur des champs de bataille glacés. C'est pas de la théorie. Non, c'était de la survie psychologique pure et dure. Notre but aujourd'hui, c'est pas de faire un cours d'histoire, c'est de fournir un mode d'emploi pour rester debout face à l'imprévu. Ok, décortiquons tout ça. Par quoi commence réellement une crise? Parce que, bon, avant de chercher des solutions logistiques, il faut regarder le moteur du problème, non? Tout à fait. Et il semble qu'il y ait une erreur de codage fondamentale dans notre cerveau. Une erreur de codage, c'est-à-dire... C'est notre incapacité chronique à séparer un événement de sa signification. Le guide met le doigt sur une faille majeure, on confond la donnée brute et le récit. D'accord. Face à un obstacle, le cerveau humain déteste le vide. Comme c'est une machine à anticiper les dangers pour nous maintenir en vie, s'il n'a pas une explication immédiate, il en invente une. Et généralement la pire possible, j'imagine. Exactement, la plus catastrophique possible. C'est un peu comme si notre esprit abritait un réalisateur de cinéma dramatique super angoissé. Oh, j'aime beaucoup cette métaphore. Bah oui. Prenons un fait brut, un événement neutre posé sur le plateau de tournage. Disons une chaise qui se renverse. C'est juste de la physique, quoi. Mais notre réalisateur interne refuse cette neutralité. Il va rajouter des effets, c'est ça. C'est clair. Il coupe l'éclairage, projette des ombres terrifiantes, ajoute une musique de violence stridente et crie au désastre. Un petit pépin devient « ma vie est un échec » ou « je suis incompétent ». C'est fou quand on y pense. Ouais. Et au final, la souffrance ressentie provient à 90% de ces effets spéciaux, pas de la chaise. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique neurologique de cette projection. Ce réalisateur angoissé, c'est notre amygdale, le centre d'alerte des menaces. Le fameux cerveau reptilien. En gros, ouais, elle réagit en quelques millisecondes, bien avant que le cortex préfrontal, qui est notre centre de logique, ait le temps de traiter l'info. Et les stoïciens avaient repéré ça des siècles avant l'IRM. C'est quand même incroyable. Ouais, ils expliquent que l'humain n'est pas troublé par les choses, mais par les jugements qu'il porte dessus. La fusion est si rapide que notre récit interne nous paraît être une vérité absolue. J'ai un exemple presque ridicule, mais tellement vrai par rapport à ça. Récemment, j'étais à une caisse automatique au supermarché. Un soir, très fatigué. Aïe, le piège classique. Ouais, la machine clignote en rouge et se bloque avec un bip insupportable. Le fait brut, c'est juste, l'ordinateur n'a pas scanné le code barre. Juste une erreur technique, quoi. Voilà, mais instantanément mon cerveau a produit ce récit en mai. L'univers s'acharne contre moi, je perds un temps fou. Même faire des courses, c'est une épreuve insurmontable. Ah on l'a tous vécu. Avec le recul, c'est hilarant, mais sur le coup, j'étais vraiment en colère. C'est l'illustration parfaite du carburant de la crise. Notre interprétation brûle notre énergie. Alors, pour reprendre les rênes, la méthode stoïcienne impose une scission radicale par le concept pilier de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle, c'est la fameuse séparation des choses, non? Si on visualise ça, c'est comme tracer un immense trait vertical sur un câble blanc, dans notre tête. C'est exactement ça. On crée deux colonnes bien étanches. D'un côté, il y a la zone d'influence absolue. Ce qu'on maîtrise. Ouais, et ça n'inclut que nos pensées, nos décisions, nos actions présentes, la manière de répondre, rien d'autre. Et dans l'autre colonne, L'immensité de ce qui nous échappe,
Le passé, la météo, l'économie, la crise elle-même, et surtout la réaction des autres. L'erreur classique, c'est de brûler toute son énergie sur cette deuxième colonne. Attendez, je vous coupe. Parce que là, cette idée de se concentrer que sur ce qu'on contrôle en ignorant le reste, est-ce que c'est pas juste une grosse excuse pour fuir la réalité? Ou de la résignation face à l'injustice? Ah, c'est la confusion la plus courante. Mais non, c'est l'opposé exact de la passivité. C'est pas de la résignation, c'est de l'efficacité pure, de la balistique presque. De la balistique. Comment ça? Ben, on ne contrôle pas le fait qu'un projet tombe à l'eau, mais on contrôle à 100% la façon de communiquer et de rebondir ensuite. L'idée, c'est d'arrêter de tirer sur des cibles blindées pour concentrer sa puissance de feu sur le point faible de l'obstacle. Ah, je vois. C'est l'analogie de l'archer, en fait. Voilà, exactement. L'archer contrôle la tension de son arc, son entraînement, la façon dont il vise. Mais dès que la flèche quitte la corde, C'est fini. c'est fini. Une bourrasque de vent peut dévier la trajectoire. S'effondrer parce que le vent a soufflé, c'est irrationnel. On ne contrôle pas le vent. D'accord. L'énergie est transférée de la rumination stérile vers l'action pragmatique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, bon, avoir cette lucidité quand tout va bien, c'est facile. C'est sûr, sur le papier, c'est simple. Mais quand le fameux email dont on parle au début tombe, la théorie, elle s'évapore direct. On a besoin d'un frein d'urgence. Et les sources proposent un protocole en 4 étapes pour forcer le cerveau à redescendre. Un vrai mode d'emploi. Et la première étape, curieusement, c'est de ne surtout rien faire. La pause. Le silence imposé, ouais. Face au choc, notre instinct dicte de bouger, de répondre vite pour soulager l'inconfort. Mais il faut bloquer ça. Laisser passer du temps. 10 secondes, 10 minutes ou même 24 heures. Mais physiologiquement, c'est une torture de s'imposer ça. Ne pas envoyer de message pour se justifier, ça brûle l'estomac. Pourquoi c'est si dur, Evelyne? Parce que notre cerveau limbique assimile une attaque sociale à un danger de mort. En bloquant la réponse, on encaisse une décharge d'adrénaline sans exutoire. C'est hyper inconfortable, mais c'est indispensable pour que la raison puisse rattraper le cerveau limbique. D'accord. Donc, une fois que l'incendie chimique diminue un peu, on passe à l'étape 2, clarifier les faits. Déshabiller l'événement. Ouais, séparer l'os de la chaîne narrative. L'exemple des sources est génial pour ça. Imaginons on envoie un message important à quelqu'un et pas de réponse pendant 24 heures. Le récit interne démarre direct. Il ne m'aime plus, il manque de respect. Typique. L'étape 2, c'est d'utiliser un vocabulaire de rapport de police. On vire les jugements. Le fait brut, c'est un message a été envoyé, 24 heures après, aucune réponse. C'est tout. Juste l'effet froid. Voilà, la personne dort peut-être, ou elle a perdu son téléphone, le reste c'est des hypothèses. Et même avec ça, le cerveau tourne en boucle. C'est là qu'intervient l'étape 3, la liste écrite. Faire visuellement le tri entre « je contrôle » et « je ne contrôle pas ». Mais pourquoi le faire sur papier change quoi que ce soit? C'est une question de charge cognitive. En crise, notre mémoire de travail est saturée de scénarios catastrophes. Écrire force l'énergie à basculer vers les solutions. On vide la mémoire vive sur le papier. L'angoisse devient un objet extérieur. Ce qui libère un peu de bande passante mentale pour la 4e étape, la petite action stoïcienne. La micro-action, elle. L'objectif n'est pas de faire un plan sur 5 ans, c'est de choisir une action minuscule alignée avec nos valeurs. Passer un coup de fil, dire la vérité, s'organiser. Exactement. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, gérer une crise à la stoïcienne, c'est pas tout résoudre d'un coup. C'est passer de la paralysie à l'action claire, une étape à la fois. C'est puissant. Appliquons ça à des scénarios concrets du quotidien, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Scénario 1. L'effondrement d'un projet professionnel. La réaction classique, c'est les nuits blanches, la recherche de coupables, l'autocritique violente. Alors que la réaction stoïcienne, c'est d'assumer sa part sans se flageller. On communique, on décide de corriger ou d'annuler. On reste sur les faits. D'accord. Scénario 2, beaucoup plus irrationnel. Le conflit ou la rupture amoureuse. Là, c'est la destruction mentale, on envoie des messages impulsifs pour faire culpabiliser l'autre. Oh, les relations humaines, le test ultime. C'est là qu'on veut le plus contrôler l'autre. Mais le stoïcisme dit d'utiliser ça comme un miroir pour grandir. On doit accepter que les sentiments de l'autre sont totalement hors de notre contrôle. Ça demande une force dingue. Micro-action ici, c'est souvent de préserver sa propre dignité et de poser des limites claires, sans essayer de tordre la réalité de l'autre. C'est très juste. Et alors, scénario 3, à une échelle plus vaste. La crise extérieure. Économie, santé, le monde qui va mal.
On est tous un peu accros au doom scrolling, cette consommation d'infos anxiogènes. C'est terrible pour le cerveau, ça. Notre conscience est calibrée pour gérer une tribu de 150 personnes, pas les tragédies de 8 milliards d'individus en temps réel. Et on n'a aucun levier d'action. Aucun, ça crée une anxiété généralisée. La recommandation ici, c'est de réduire drastiquement cette consommation pour se recentrer sur son cercle d'influence direct. Son corps, son travail, son entourage. Exactement. Répondre à la folie du monde par l'excellence dans l'hyperlocal. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? En synthétisant tout ça, on réalise que le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempête. L'univers s'en fiche de nous. Complètement. Il y aura toujours des problèmes. Mais cette philosophie offre les fondations pour devenir une personne capable de rester debout face à des vents violents. D'ailleurs, j'encourage ceux qui nous écoutent à repenser à une situation récente qui est partie en vrille, et à se demander comment l'application de ce protocole en 4 étapes aurait pu changer l'issue de l'événement. C'est un super exercice. Chaque petite galère quotidienne est en fait une salle de sport pour s'entraîner à la dichotomie du contrôle. Et cette notion de salle de sport nous amène à une réflexion finale, presque troublante. Si chaque crise, chaque imprévu sont en réalité des entraînements nécessaires pour forger notre résilience et notre clarté mentale, Oui. eh bien, un confort absolu et une absence totale de problèmes ne serait-il pas paradoxalement le plus grand danger pour l'esprit humain? Retirer la tempête, c'est peut-être fragiliser le navire au point qu'il coule à la moindre vaguelette? De quoi nourrir notre réflexion, je pense, bien après la fin de cette écoute.